Bonjour tout le monde, je vois les gens qui commencent à rentrer comme spectateurs. On va se donner peut-être une minute ou deux avant de commencer officiellement, le temps que tout le monde puisse se joindre à nous. Mais merci d'être là déjà d'emblée. C'est bien le fun de vous voir. Oh, ça s'ajoute quand même rapidement. Je suis contente. Merci de nous consacrer votre heure de lunch. On va essayer d'être pertinent et passionnant comme on a l'habitude de l'être, n'est-ce pas, messieurs, dames? Parfait. Donc, je pense qu'on peut commencer. De toute façon, le début, c'est ma petite introduction. Personne ne va manquer du contenu si jamais il arrive une minute en retard. Donc, bonjour officiellement tout le monde. Merci d'être avec nous. Merci d'être là pour cette conférence Arrêtons les mauvais gestes organisée par Trajectoire Québec en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, c'est Sarah Védoyon. Je suis directrice générale de Trajectoire Québec. C'est moi qui vais jouer à l'animatrice aujourd'hui. D'abord, je vais vous parler un peu de cette conférence-là. Elle s'inscrit dans une série de 3 conférences, mais on a pris un peu de retard, la vie nous ayant causé quelques petits ennuis, des problèmes de recrutement dans notre équipe. Bref, on fait cette conférence-là 1 an plus tard que les 2 premières conférences qui avaient été organisées sur le territoire de la Montérégie et de l'Estrie. Mais aujourd'hui, on a une belle conférence pour vous. C'est des conférences qui sont organisées dans le cadre de notre projet qui s'appelle Des gestes qui me transportent, qui est financé par le programme Action Climat du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qu'on remercie d'ailleurs. Avant de vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement Trajectoire Québec. Je vois quand même dans la liste des participants quelques personnes qui devraient nous connaître déjà. Donc, Trajectoire Québec en 2 lignes, qu'est-ce qu'on fait? On fait la défense collective des droits des usagers du transport collectif partout au Québec et on fait aussi la promotion du transport collectif. Puis pour nous, ce qu'on appelle transport collectif, c'est tout ce qui n'est pas de l'auto-solo, donc l'ensemble des modes partagés. L'autopartage, le covoiturage, les taxis, les Uber et les modes plus traditionnels, l'autobus, métro, train, interurbain comme local. Et pour remplir ces missions-là, dans le fond, depuis presque 2 ans maintenant, on déploie ce projet-là, Des gestes qui me transportent, qui se déroule dans 3 régions, l'Abitibi-Témiscamingue, la Montérégie et l'Estrie. Et l'objectif de ce projet-là, c'est de sensibiliser les citoyennes, les citoyens à l'impact de leur déplacement sur le bilan de GES du Québec. Donc, le but, c'est d'amener des citoyens à s'impliquer pour que les services de transport collectif de leur région correspondent à leurs besoins et donc les adoptent. Donc, chez Trajectoire, évidemment, on pense que si les services de transport collectif correspondent aux besoins des gens, les gens vont être prêts à les utiliser, vont être prêts à faire des changements dans leurs habitudes de déplacement. Donc, on veut que les gens s'impliquent avec nous pour s'assurer que les services offerts correspondent aux besoins. Évidemment, pour faire ça, il faut quand même comprendre l'impact de nos habitudes de déplacement sur les émissions de gaz à effet de serre du Québec, de comprendre qu'est-ce que ça fait quand on choisit de prendre une voiture plutôt que le transport collectif ou tout autre mode. Bref, c'est pour ça qu'on a organisé la conférence d'aujourd'hui pour vous parler de ça de façon un peu plus macro. Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, on a 3 panélistes. D'abord, M. Étienne Pomerleau-Landry, qui est conseiller chez Copticom Stratégie et Relations publiques et qui coordonne notamment le comité de suivi de la politique de mobilité durable du Québec. Ensuite, on a M. Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat et énergie chez Greenpeace, qui va nous parler un peu de l'impact du secteur des transports sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre du Québec. Et finalement, on a Mme Josée-Anne Betté, chargée de projet au Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, qui va nous présenter plus la réalité régionale en Abitibi, les services disponibles sur le territoire. Merci à vous 3 d'être avec nous aujourd'hui. Une fois que nos panélistes vont avoir terminé leur présentation, vous allez pouvoir leur poser des questions. Donc, vous allez utiliser la fonction questions-réponses dans le bas de votre écran. Vous nous envoyez vos questions. C'est moi qui vais me faire le plaisir de les poser à nos panélistes. On est prêt à commencer, donc je vais y aller avec notre premier intervenant, M. Étienne Pomerleau-Landry, qui est un conseiller en relations publiques avec une solide expérience de gestionnaire en communication et en politique publique. Il a œuvré pendant 5 ans à titre de conseiller politique, d'abord au gouvernement du Québec, au cabinet du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, puis auprès du chef et des élus de l'opposition à l'Assemblée nationale du Québec. Il a été rédacteur de multiples positionnements stratégiques en matière énergétique, environnementale, de mobilité durable, d'électrification et de lutte contre les changements climatiques.
Conseiller chez Copticom Stratégie et Relations publiques depuis plus de 4 ans, il agit à titre d'expert en matière de politique publique et de coordonnateur de plusieurs groupes et coalitions dont les membres sont issus des milieux économiques, syndicaux, social, environnemental, académiques et j'en passe, mais qui visent tous à la transformation durable de la société québécoise. Il est effectivement coordonnateur des travaux du Comité de suivi de la politique de mobilité durable 2030, qui est composé d'une vingtaine d'organisations d'experts de la société civile, donc qui œuvrent dans le secteur de la mobilité. C'est à ce titre-là qu'on l'a invité aujourd'hui. Donc, Étienne, la parole est à vous. Merci Sarah, c'est très apprécié. Puis bonjour à tout le monde qui prenait votre heure du lunch pour assister à cette conférence. Sarah le disait, puis je remercie beaucoup Trajectoire Québec pour l'invitation. Trajectoire Québec fait partie du comité de suivi de la politique de mobilité durable. Dans le fond, mes prochaines minutes vont être dédiées à vous présenter ce que le Québec a comme cadre de gouvernance, comme institutionnel, comme cadre institutionnel pour pouvoir avancer vers la mobilité durable. Et c'est important pour pouvoir agir en Abitibi-Témiscamingue comme ailleurs, de connaître quelle est la politique qui régit la mobilité durable au Québec pour pouvoir mieux agir en toute connaissance de cause. Donc, je vous partage mon écran à l'instant. Donc, c'est une courte présentation dans laquelle je vais vous présenter le rôle du comité de suivi de la politique de mobilité durable, mais plus largement, et ça va beaucoup plus vous intéresser, les grandes cibles de la politique et là où on en est actuellement avec les données qui sont les plus à jour. Et je terminerai avec quelles sont les conditions pour qu'on y arrive à cette mobilité durable-là en 2030. Donc, je revois. Et voilà. Donc, le comité de suivi de la politique de mobilité durable, vous avez les logos ici des organisations de la société civile qui sont impliquées depuis maintenant 2019 sur ce comité. Le mandat, c'est simple, c'est de conseiller le ministre ou la ministre de la mobilité durable sur les enjeux de la mobilité durable et de contribuer au succès de la politique de mobilité durable afin qu'elle atteigne ses objectifs d'ici 2030. On a un rôle vraiment de veille, un rôle de conseil, un rôle de reddition de comptes. Et donc, ce qui fait la particularité du comité de suivi, c'est vraiment de réunir autour de la même table différentes organisations qui, bien souvent, n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs. On a à la fois des gens dans le secteur du transport des personnes, transport des marchandises, on a là-dedans des universitaires, des gens en communication, des gens qui sont experts de leur domaine, donc pour nous conseiller au mieux le gouvernement. Copticom Stratégie Relations publiques s'assure du secrétariat du comité. C'est quoi la PMD? Vous allez m'entendre parler de PMD dans les prochaines minutes, donc la politique de mobilité durable. C'est une politique innovante qui, en 2018, est sortie. Pourquoi est-ce qu'elle est innovante? Parce qu'elle a, pour la première fois, été co-construite du début à la fin avec les organisations de la société civile et elle met en tout cas en théorie, l'usager et l'usagère au centre de toutes les préoccupations. Donc, comme vous le voyez avec le logo qui est ici, l'objectif de la PMD, c'est de faire du Québec, et vous le voyez en bas à gauche de l'écran, un leader nord-américain de la mobilité durable et intégrée du 21e siècle. C'est un beau statement et maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on met en œuvre les mesures de la PMD à la fois en transport des personnes, des marchandises, ça couvre toutes les régions du Québec, ça couvre tous les modes de transport. L'approche de la PMD, ça va peut-être paraître rébarbatif un peu, mais c'est central pour comprendre à quel point est-ce qu'elle est importante pour l'ensemble du gouvernement du Québec. C'est qu'elle a une approche, on va dire, pivot. Ça s'appelle l'approche réduire, transférer, améliorer. C'est quoi réduire, transférer, améliorer? C'est l'approche en mobilité durable internationalement reconnue pour nous assurer d'avoir des choix optimaux en matière de mobilité durable. On commence d'abord par réduire les déplacements. Donc, réduire les déplacements motorisés ou les distances à parcourir. Donc, des mesures en matière d'aménagement du territoire, par exemple, visant à densifier les villes, ce sont des mesures de réduction des déplacements. C'est les mesures parmi les plus structurantes qu'on peut avoir pour la politique de mobilité durable. Puis après ça, on a transféré les déplacements vers des moyens de transport moins énergivores. On peut penser par exemple au transfert modal vers l'autobus, vers le covoiturage, vers l'autopartage, tout ce qui permet de transférer les déplacements vers des modes moins énergivores, donc qui permettent de faire de la sobriété énergétique. Puis après ça, on a amélioré. Améliorer, on peut penser tout simplement à l'électrification des transports. Comment est-ce qu'on améliore l'efficacité des véhicules? Cette approche-là est censée guider
les actions du gouvernement du Québec. Pas seulement d'ailleurs du ministère des Transports, mais de l'ensemble de la machine gouvernementale lorsqu'elle prend des décisions, des investissements, lorsqu'elle prend des lois, des règlements. Je vous ai parlé des ministères. Il y a beaucoup de ministères impliqués. Le ministère des Transports, c'est le principal, mais vous voyez 6 ministères et organismes qui sont impliqués fortement dans la mise en œuvre de la PMD. C'est une politique gouvernementale. Donc, on a, par exemple, les affaires municipales et l'habitation. Je vous ai parlé d'aménagement du territoire, c'est très important ici sur l'action du MAMACH. Le ministère de l'Environnement, je n'ai pas besoin de m'expliquer pourquoi il est central pour l'atteinte des objectifs de décarbonation. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, bon, aujourd'hui, il a été remplacé, j'aurais dû le mettre à jour, mais par un ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Dans le fond, le MERN a été fusionné avec le MEI. Puis même la Société québécoise d'infrastructure est impliquée. C'est une grosse politique, beaucoup de mesures, 181 mesures réparties sur 11 cadres d'intervention. Vous les avez à droite, je ne veux pas passer du temps là-dessus, ce n'est pas l'objectif, mais vous voyez que l'action de la PMD, elle est transversale et elle couvre beaucoup, beaucoup de domaines, allant de la sécurité des personnes jusqu'à l'innovation avec la façon dont on paye nos tickets de transport. Ça couvre beaucoup de choses. Vous voyez actuellement le tableau qui est en bas, c'est un peu où on en est rendu. Il y a 181 mesures qui sont censées être, dans le fond, mises en œuvre d'ici 2023 dans le premier plan d'action de la PMD, parce qu'il y a plusieurs plans d'action à l'intérieur de la politique. Ben, on est très en retard par rapport à la mise en œuvre. Et pourquoi? Vous l'aurez sûrement compris, c'est la pandémie qui a eu un impact assez important sur le déploiement des mesures. Donc, vous voyez, en date de la mi-2021, on a 33 des 73 mesures qui ont été déployées. Donc, on a un retard cumulé pour pouvoir déployer les mesures. Je veux vous parler des cibles parce qu'il y a 10 cibles. Je vais passer l'essentiel de mon temps sur ces cibles-là très rapidement. Je veux juste dire avant de commencer, c'est que la plupart des données qu'on a sont encore décalées dans le temps. Donc, je vais vous montrer souvent, il y a des encadrés rouges vis-à-vis une date. C'est parce que la dernière donnée qu'on a à ce jour date de ce moment-là et on n'a pas encore eu une mise à jour de la part du gouvernement. Vous voyez, par exemple, la première cible, c'est qu'il y ait 70 de la population québécoise qui ait accès à au moins 4 services de mobilité durable. On vise 70 en 2030, on est à 52 en 2020. C'est une légère progression. Le MTQ est censé mettre à jour cette donnée-là depuis maintenant 6 mois. Les données n'ont pas encore été traitées, donc c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui. On peut s'attendre à être autour de 52 La cible numéro 2, c'est de réduire de 20 le temps de déplacement moyen entre le domicile et le travail. Là, les données sont vraiment il y a très longtemps, même avant la création de la PMD de 2016. Et ce qu'on doit retenir essentiellement, c'est qu'on a encore beaucoup de déplacements qui se font à travers la voiture solo. Qu'on soit conducteur ou passager, ça occupe beaucoup d'espace. Et vous avez ici des données qui montrent qu'on est encore loin d'avoir réduit de 20 le temps de déplacement entre le domicile et le travail. La cible numéro 3, c'est celle qui concerne la sécurité routière. C'est de réduire de 25 le nombre d'accidents mortels ou avec blessés graves par rapport à 2017. Les données les plus récentes sont celles de 2021. On est en baisse, effectivement. La cible de 2030, elle est à portée. Il faut quand même relativiser 2021 est une année de pandémie dans laquelle il y a eu il y a eu un couvre-feu, donc moins de déplacements. On peut peut-être attribuer cette baisse de 2020-2021 à cet élément-là. Donc, il ne faut pas trop se réjouir trop rapidement, mais on est quand même dans une tendance à la baisse. Quand on regarde la cible numéro 4, diminution de 20 de la part des déplacements effectués en auto-solo à l'échelle nationale. Alors là, la donnée aussi date de 2016, puisque c'est à chaque 5 ans qu'on a des enquêtes qui nous permettent d'avoir ces chiffres-là. Mais vous voyez on passe de 2011 à 2016 à une augmentation de la part des déplacements en auto-solo. Donc, on est loin, en fait, on a une tendance inverse à ce qu'on devrait observer. Il est loin d'être certain qu'on ait eu un changement de tendance depuis 2016 quand on regarde différents rapports du gouvernement du Québec. Donc, la prochaine mise à jour est censée arriver à la fin de l'année 2022. Cible numéro 5, réduire de 40 la consommation de pétrole dans le secteur des transports sous le niveau 2013. Ce que vous voyez ici, je vous invite à regarder le total en bas du tableau. Les données les plus récentes datent de 2018 et on voit qu'il y a eu une légère augmentation de la consommation de pétrole dans le secteur des transports. Nous ne sommes pas dans une réduction de 40 actuellement, nous sommes dans une augmentation de la consommation de pétrole.
c'est encore là une tendance qui est inquiétante et il y a des changements ici qui vont devoir être apportés pour pouvoir inverser la tendance. Patrick va vous en parler dans quelques minutes au niveau des GES. Les données la cible numéro 6, c'est la réduction de 37,5 des émissions de GES dans le secteur des transports. Encore là, on est dans une tendance inverse à ce qu'on voudrait observer. Globalement, en bas à droite de l'écran, vous voyez les transports, il y a eu une variation de 16,3 plus 16,3 dans le secteur des transports pour les GES, alors qu'on devrait faire moins 37,5. On n'est clairement pas dans la bonne direction. Et en haut à gauche de l'écran, en bas, pardon, excusez-moi, en haut à droite de l'écran, vous avez les sous-catégories dans le sous-secteur du transport routier. Vous voyez, on voit à quoi sont attribuables les augmentations. Beaucoup de camions légers, beaucoup de véhicules lourds qui font augmenter ces émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas les automobiles. On est en diminution ici. C'est vraiment les camions légers et véhicules lourds. Cible numéro 7, il en reste 3. 15 milliards de ventes annuelles pour le secteur québécois des équipements de transport terrestre. Le dernier état était de 2016-2017, donc les données très peu à jour. On est en voie d'aller vers la cible de 2030. À ce niveau-là, on peut être confiant. Au niveau de la cible numéro 8, augmentation de 25 des tonnages de marchandises transbordées dans les ports et les centres intermodaux ferroviaires du Québec. Ici, les données de 2020 montraient une diminution. Bon, on se situe en pandémie, donc il faut relativiser cette donnée. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il y avait une forte augmentation entre 2018 et 2019. Donc, c'est à suivre ici pour les années les plus récentes. Vous verriez ici, la cible numéro 9 n'a pas d'indicateur. Depuis 2018, le gouvernement du Québec n'a pas trouvé un seul indicateur nous permettant de suivre la réduction des coûts associés à la congestion pour les entreprises des régions métropolitaines de Montréal et Québec. Ça a été mentionné au gouvernement et au gouvernement s'active pour trouver une solution à ce manque d'indicateurs. Donc, on a une cible, mais on ne sait pas comment suivre cette cible dans le temps. Et enfin, la cible numéro 10, de réduire de 20 les dépenses brutes des ménages alloués au transport. Ici, vous voyez, la donnée de 2019 montre qu'on n'est pas encore à la cible d'atteindre 15,2 du portefeuille des ménages. On est à 18 J'aurais dû vous trouver la donnée pour vous donner une perspective historique, mais de ce dont je me rappelle, c'est qu'on est plutôt en augmentation, là, si je ne me trompe pas. Je termine avec une diapo. C'est celle-ci. Comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir? Un seul mot, ambition, c'est que au-delà de 2023, pour se rendre jusqu'à nos cibles de 2030, il va falloir mettre les bouchées doubles. C'est pour ça que le comité de suivi en tout cas, talonne le gouvernement du Québec pour s'assurer que les mesures aux impacts les plus structurants sur l'atteinte des grandes cibles soient mises en œuvre. Ce qui sera important, c'est de miser sur une synergie et une exemplarité gouvernementale. Il faut que les actions du gouvernement, les bottines suivent les babines, comme on dit. Donc, toutes les actions du gouvernement doivent converger pour l'atteinte de ces cibles-là. Le ministère des Transports n'est pas le seul qui a la capacité d'atteindre les cibles. Le prochain plan d'action devra avoir gardé les mêmes cibles. Ces cibles-là sont adéquates, mais il faut vraiment ici renforcer l'approche réduire, transférer, améliorer, peut-être réduire un peu la reddition de comptes. Vous allez me dire pourquoi, mais il y a tellement de rapports différents qui sont produits à chaque année. Il y a 181 mesures. C'est beaucoup de reddition de comptes pour le gouvernement. Peut-être qu'une simplification un peu pour aller vers des mesures plus structurantes serait adéquate. Au niveau du financement, c'est là le nerf de la guerre. On a actuellement une crise du financement de la mobilité. Vous avez vu plusieurs sorties de différentes organisations. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, a annoncé qu'une nouvelle consultation visant à recueillir les avis de tous les acteurs de la mobilité durable serait entamée au cours des prochains mois. Il y a déjà eu une consultation similaire il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Donc, on vise à compléter le portrait gouvernemental pour annoncer ensuite des nouvelles sources de financement afin de combler cette crise. Parce qu'effectivement, on ne pourra pas atteindre les grandes cibles si on n'a pas le financement pour mettre en œuvre des mesures.
Enfin, et ça vous concerne beaucoup en tant que citoyen, il y a clairement à mettre des mesures en place pour apporter des changements comportementaux. Ça passe par la communication, ça passe par la fiscalité, ça passe par la réglementation. Et là, on n'a pas encore mis en œuvre des actions structurantes ici pour vraiment amener un virage et des inversions de tendance. C'est vraiment ici, et beaucoup d'experts pourraient vous en parler mieux que moi. Là, je pense à Catherine Morancy, par exemple, qui agit souvent à l'École polytechnique comme une grande communicatrice sur quels sont les éléments nécessaires pour faire des changements comportementaux en transport. Donc, ici, il y a vraiment besoin d'accélérer les changements comportementaux. Il y a également besoin de comprendre mieux quelles sont les tendances récentes de la mobilité. Vous voyez, il y a un manque de données criant. Souvent, on a des données qui datent de 5-6 ans. Toutefois, ce qu'on peut observer autour de nous, vous êtes à même de le voir, c'est qu'il y a une baisse de l'achalandage dans le transport collectif, même si on est en rattrapage. Il y a plus de transports actifs qu'avant. Il y a plus de télétravail, il y a plus de téléachat. Les gens, depuis la pandémie, ont choisi en partie de migrer hors des centres urbains. Baisse de l'offre de taxis et de transports adaptés. Qu'est-ce que ça veut dire pour plusieurs centres urbains, plusieurs régions du Québec qui dépendent de cette offre-là? L'évolution démographique, on est de plus en plus une population vieillissante. Comment est-ce qu'on adapte notre mobilité pour tenir compte de cet effet-là? La pénurie de main-d'œuvre également. Si on veut construire des autobus, des trains, etc. au Québec, comment est-ce qu'on fait? Et enfin, évidemment, l'urgence climatique n'a jamais été aussi grande que maintenant. Donc, comment est-ce qu'on intègre ce facteur-là dans les mesures qu'on met en place avec la PMD? Donc, je m'arrête là. C'est un portrait macro et puis ça me fera plaisir de répondre à vos questions à la fin de la rencontre. Merci. Merci beaucoup, Étienne. Tu peux cesser ton partage d'écran. Merci beaucoup. On va tout de suite enchaîner avec Monsieur Patrick Bonin. On a pris quelques minutes de retard. Je vais aller vite. Donc, Patrick Bonin est responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada depuis 2012. Depuis plus de 17 ans, Patrick travaille à protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques. Il s'intéresse aux enjeux climatiques sous toutes leurs formes et garde un œil avisé sur les politiques publiques québécoises, canadiennes et internationales. Optimiste malgré l'urgence de la situation, il s'inspire des nombreuses victoires organisationnelles et citoyennes auxquelles il a assisté et des mobilisations qui foisonnent dans le monde. Paraît-il d'ailleurs que l'aventure et la nature l'appellent lorsqu'il est en congé. Donc aujourd'hui, il nous parlera effectivement de l'impact de nos comportements de mobilité sur le bilan de GES du Québec. Donc Patrick, la parole est à vous. Bonjour, bonjour Sarah, merci. Vous m'entendez bien? Super. Écoutez, je vais d'emblée, on a 8 minutes, on va faire quand même un survol rapide au niveau des émissions de gaz à effet de serre pour finir quand même sur quelques solutions. Ce n'est pas une politique de mobilité durable que je vous présente aujourd'hui. Je vais essayer d'être complémentaire avec ce que mon collègue Étienne a présenté. Évidemment, on aura des questions pour en parler davantage, mais ne me critiquez pas si tout n'est pas là-dedans. C'est tout à fait normal et c'est volontaire. Donc, je vais essayer de vous partager mon écran. Je pense que ça fonctionne. Ça fonctionne pour moi, pour vous? Magnifique. Écoutez, si on regarde au niveau du Québec, évidemment, au niveau du Québec, on a dans les transports une augmentation des émissions de CO2, particulièrement depuis 1990. Ça, c'est le portrait pour les émissions globales, donc tout le Québec. On voit que les chiffres sont de 2019 que j'ai pris ici là, du dernier inventaire parce que 2020, avec la pandémie, avec la COVID, ça a changé le portrait, c'est pas très représentatif. Donc 2019 est l'année de référence la plus fiable, je dirais, pour avoir un portrait exact ou presque de ce qui se passe au Québec. Et on voit que les émissions ont presque pas bougé au niveau des émissions de gaz à effet de serre au Québec depuis 1990, qui est souvent l'année de référence. Et quand on regarde de plus près par secteur, ce qu'on se rend compte, et ce n'est pas une surprise, c'est que le secteur des transports est le principal secteur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On est à 43% des émissions du Québec qui proviennent des transports, donc presque 50% des émissions. Et là-dedans, le transport routier est responsable des 2 tiers des émissions presque. Donc, au total, le transport routier, incluant marchandises, c'est environ 35% des émissions au Québec. Et ça, ben, ce 35 %-là, quand on le regarde de plus près par rapport à 1990 toujours, eh bien là, on voit qu'il y a une augmentation
massive des émissions dans le secteur des transports. On parle d'une augmentation de près de 60% depuis 1990. Donc, les émissions dans le transport, non seulement elles ne réduisent pas, mais elles sont en augmentation depuis 90. On plafonné plus ou moins au cours des dernières années, mais on est loin d'une réduction rapide dont on a besoin quand on parle de réduire les émissions, de respecter la science. Étienne a présenté la cible du Québec qui est de réduire de 37,5% d'ici 2030. On pense que le Québec devrait même faire davantage que ça. La science, je vous le rappelle, parle d'une réduction nécessaire de moitié des émissions d'ici 2030 au niveau mondial. Et le Québec est un État riche, devrait en faire davantage même. Et si on regarde de plus près ce portrait-là au niveau du transport routier, et Étienne vous a présenté cet acétate, on voit que ça se sépare plus ou moins un tiers environ entre le transport au niveau des camions lourds, au niveau des camions légers, les fameux VUS, fourgonnettes, pick-up, etc., et les automobiles. Donc, un tiers, plus ou moins quand on fait un chiffre grossier. Et la subtilité là-dedans, c'est que, en effet, il y a de moins en moins d'automobiles, donc des petits véhicules légers, et il y a de plus en plus de véhicules plus gros, entre autres les véhicules utilitaires sport, ce qui fait que depuis 1990, les émissions dans le secteur, entre autres, des camions légers, eh bien, c'est en augmentation de près de 160%, donc plus de 160% d'augmentation. Et même chose aussi, ou presque au niveau des transports lourds, c'est encore pire. En fait, c'est près de 200% d'augmentation des émissions depuis 1990. Donc, augmentation massive dans les camions légers et dans les camions lourds, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec un portrait au niveau du Québec où presque la moitié de la consommation d'énergie. Et là, vous voyez ces secteurs essentiellement véhicules personnels, transport de marchandises, ce sont les deux gros morceaux. Donc, près de 50% des émissions, ce sont des véhicules personnels, 40% au niveau du transport des marchandises avec différents types de véhicules. Mais ce qui est très clair quand on regarde de plus près, c'est qu'il y a une augmentation totale de la consommation. Évidemment, c'est le pétrole et le diesel. On est à 18 milliards de litres par année à peu près au niveau de la consommation dans les transports. Et le gros de l'augmentation, c'est encore une fois dans le transport de marchandises et dans les camions légers, avec l'aérien qui est quand même non négligeable comme émission en augmentation, mais qui est, toute proportion gardée, évidemment beaucoup moindre que les autres secteurs. Et ce qu'on note actuellement, évidemment, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de véhicules et que ces véhicules-là sont de plus en plus gros en moyenne, de plus en plus puissants, entre autres, de plus en plus lourds. Donc, évidemment, ce qu'on a comme situation, c'est ça devient une normalité, même dans les milieux urbains. Évidemment, les régions, on y verra plus tard, il y a des particularités, mais en milieu urbain, on a de plus en plus de véhicules gros, lourds, qui ne sont pas nécessairement une obligation pour les gens en fonction de ce qu'ils font. C'est pas vrai que les gens ont nécessairement besoin de gros véhicules, que tout le monde travaille en forêt ou a des chemins problématiques pour se rendre à sa maison, qui nécessitent un gros camion. Et quand je vous parlais de l'augmentation, non seulement de la grosseur des véhicules, mais du poids des véhicules, on peut voir ici, c'est un exemple avec les pick-up, c'est grossier, mais ça résume quand même que la normalité a été poussée vers le haut et on voit que les véhicules, en général, sont plus efficaces, près de 30%, je dirais, depuis 1980, mais en raison de l'augmentation du poids, on perd des gains énergétiques qui auraient été faits avec, évidemment, une augmentation, j'en parlais tantôt, massive du nombre de camions légers, donc des véhicules plus gros, des véhicules qui consomment davantage. Et là, on est rendu à 70% au Québec environ de la part des ventes qui sont des camions et les voitures sont en régression. Et ça, si on regarde même au niveau de la province, évidemment, il y a des disparités dans les différentes régions et la grosseur du parc automobile dans les différentes régions n'est pas la même. Ce tableau-là vous montre essentiellement pour chacune des régions la taille, donc le cercle, c'est la grosseur du parc automobile, du parc de véhicules, pardon, et vous avez plus un rond est élevé sur l'axe, plus la consommation en moyenne des véhicules est élevée et plus un rond se trouve à la droite sur l'axe, plus il y a de véhicules par nombre d'habitants. Donc, si on voit, par exemple, pour Abitibi-Témiscamingue, on se rend compte que
le parc de véhicules est évidemment moins gros que Montréal, mais on a en moyenne des véhicules qui vont consommer davantage et on a en moyenne plus de véhicules par habitant, ce qui est évidemment logique en raison, entre autres, de la réalité de densité de population, où il y a moins de transports collectifs dans cette région, mais aussi dans les régions en général. L'autre chose intéressante à noter, c'est l'augmentation des coûts. Avec l'augmentation de la grosseur des véhicules, ces véhicules-là coûtent plus cher et il y a une augmentation massive des dépenses au Québec, là, près de 15 milliards de dollars pour l'achat de véhicules utilitaires sport ou de camions, pardon. C'est énormément d'argent qui s'en va à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois ce constat-là fait? Évidemment, ça prend des politiques publiques. Étienne en a bien parlé. La première chose à faire, évidemment, au Québec, c'est d'investir pas dans les routes, mais dans les développements des alternatives avec un gouvernement qui, malheureusement, prône encore, et le troisième lien est un bon exemple, le développement, le prolongement, l'élargissement d'autoroutes. L'autre solution immédiate, évidemment, c'est, au lieu d'investir dans les routes, c'est de financer adéquatement les transports collectifs, non seulement pour leur développement, mais aussi pour ce qu'ils font de quotidien, donc l'entretien et le fonctionnement déjà actuel. Et ça implique également aussi de parler du transport collectif, évidemment, interurbain, pour réduire la dépendance à l'auto-solo. C'est l'idée générale qu'on doit faire au Québec, donc de réduire notre dépendance à l'auto-solo tout en visant des véhicules plus éco-énergétiques. Plusieurs solutions existent. Évidemment, le covoiturage en est une en tant que tel qui peut se pratiquer partout. L'autopartage aussi, donc la nécessité de ne pas avoir nécessairement deux véhicules lorsque c'est possible. On parle de plus en plus de l'idée de subventionner justement ces modes-là, comme par exemple le covoiturage, plutôt que juste financer des véhicules électriques au Québec. Et on a une émergence d'alternatives et je fais exprès pour mettre un vélo en hiver ici là et des vélos électriques. On voit quand même cette mouvance-là au Québec, même en région, de développement de transport actif qui inclut, oui, des vélos, mais aussi l'aménagement urbain des villes avec la mobilité, donc l'idée de pouvoir même marcher dans sa ville, de moins de faire de place pour les véhicules. Ceci étant dit, il faut parler inévitablement de l'électrification des véhicules, parce que c'est pas vrai que tout le monde va pouvoir prendre l'autobus demain. Et au Québec, on est un endroit particulièrement intéressant pour l'électrification. C'est pas parfait, l'électrification, on le sait très bien. Il y a des émissions liées à la production et des impacts environnementaux liés à la production de ces véhicules-là et des batteries, entre autres. Mais en termes de CO2, quand on regarde sur l'ensemble de la durée de vie des véhicules, ça reste des véhicules qui émettent beaucoup moins les véhicules électriques que les véhicules à essence. Et on parle sur 150 000 km quand même de 65 de réduction des émissions de CO2, même si on ne règle pas tous les problèmes avec les véhicules électriques. Et ils font partie de la solution à certains égards. Et là, on a un problème au Québec, entre autres, où actuellement, on finance l'achat de véhicules électriques. Le gouvernement offre avec le gouvernement fédéral 12 000 $, mais il n'y a pas de pénalité pour décourager les gens à s'acheter des véhicules éco-énergétiques et les encourager à s'acheter des véhicules éco-énergétiques et les décourager à s'acheter des véhicules polluants. Et ça, un moyen facile, c'est ce qu'on appelle un bonus-malus à l'achat de véhicules neufs. Vous voulez aller vous acheter un véhicule neuf, eh bien, si vous mettez 40 000 $, puis on vous met une surtaxe sur un véhicule qui est plus polluant versus un rabais, vous allez sur un véhicule éco-énergétique. Et ça, le gouvernement refuse d'aller là. Et malheureusement, c'est, selon nous, un essentiel à aller de l'avant, tout comme c'est aussi essentiel de renforcer la loi zéro émission au Québec qui force les manufacturiers à produire des véhicules et à offrir davantage de véhicules électriques. Et là, on a des délais de près de 3 ans dans le cas de certains modèles et une loi zéro émission fera en sorte qu'on s'assurera au Québec d'avoir plus de véhicules électriques disponibles pour ceux qui en ont besoin, évidemment. Le bémol, c'est qu'on voit de plus en plus de gros véhicules électriques. Donc, des gros véhicules électriques, ça consomme davantage au niveau des ressources, au niveau de la quantité d'énergie aussi. Donc, il faut quand même viser des véhicules plus petits. Dans certains cas, je comprends que les gens n'ont pas d'alternative, mais ça reste des véhicules extrêmement gros. Mais n'oublions pas que c'est un ensemble. On peut faire la transition dans les transports aussi, évidemment, scolaires, dans les transports de marchandises dont on parlait. Ça, c'est tous des modèles de véhicules électriques qui existent, avec le transport de marchandises, le transfert modal vers le train, qui est essentiel au Québec, comme partout sur la planète. Mais au-delà de ça, ça prend également un gouvernement qui légifère, donc des normes imposées aux constructeurs manufacturiers, entre autres dans le domaine des véhicules lourds, parce que c'est pas vrai que on va juste avoir des véhicules
électrique avec des énormes batteries comme le propose Lyon, qui peut amener des solutions, mais qui ne peut pas être la seule solution parce que c'est dans les transports lourds, là où c'est le plus difficile d'électrifier. Et je terminerai peut-être en insistant sur un point, c'est qu'au-delà de toutes les solutions technologique et la nécessité de changer notre agir, notre comportement, comme le disait Étienne, il faut absolument travailler sur l'aménagement urbain, l'aménagement du territoire, densifier nos villes. Et on s'attend en ce sens que le gouvernement arrive avec une politique justement de mise en œuvre et de l'argent pour sa politique nationale d'aménagement du territoire et d'architecture. C'est une pièce manquante essentielle sans laquelle on ne pourra pas atteindre nos objectifs au Québec. Voilà, merci. Merci beaucoup, Patrick. C'était vraiment passionnant. Il y a d'ailleurs des questions déjà dans le chat. On va rapidement passer à Mme Josiane Betté, puis ensuite de ça, on pourra y aller de vos questions, mesdames et messieurs, en ligne. Donc, Josiane Betté qui va nous présenter la réalité de l'Abitibi-Témiscamingue d'un point de vue transport. Elle est d'abord diplômée en design graphique à l'Université Laval et elle a ensuite complété une maîtrise en aménagement du territoire et en développement régional à Québec, après quoi elle a amorcé son retour en Abitibi-Témiscamingue, concerné par la capacité de transformation des collectivités par des actions de proximité. C'est d'abord dans la gestion de projets culturels qu'elle a su mettre son expérience à contribution. Aujourd'hui, c'est en tant que chargée de projet pour la démarche climat de changement qu'elle s'exerce et qu'elle nous parle. Donc, Josiane, la parole est à vous. Merci beaucoup, Sarah. Je tiens à remercier aussi Patrick et Étienne qui ont vraiment bien mis la table là, à la présentation qui va suivre là, sur le portrait de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Vous direz si ça fonctionne bien. Voilà. En fait, je voulais juste commencer par vous présenter un petit peu plus l'organisme. Au niveau du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, la mission est de promouvoir la conservation, l'amélioration de la qualité de l'environnement dans une optique de développement durable. Étant chargée de projet et responsable de la démarche climat de changement, évidemment, moi, je me concentre davantage sur les changements climatiques pour justement soutenir le milieu municipal et les décideurs et gestionnaires dans un objectif d'améliorer leurs connaissances, de les outiller et de faciliter la concertation là, afin de créer des synergies pour mieux agir pour le climat. Donc, sans plus tarder, un petit portrait de l'Abitibi-Témiscamingue. Il faut savoir que notre territoire est assez vaste, 57 337 km². Ça nous positionne en fait au 4e rang là, sur les 17 régions qui composent le Québec. Au niveau de la gestion palier de gouvernance, on a 5 MRC, constitués de 7 communautés algonquines également, 10 territoires non organisés et 63 municipalités. Si on regarde au niveau de la démographie, 148 242 habitants, ce qui fait qu'on représente à peu près 1,72 % du Québec. Si on croise la dimension du territoire et la population, on est à 2,6 habitants par kilomètre carré. Ce qui est bon à savoir également, c'est qu'à Rouyn-Noranda et Val-d'Or regroupe plus de la moitié de la population régionale. Parallèlement à ça, il faut savoir aussi que la population rurale représente 47 % des habitants de la région. Et si on regarde au niveau de la plus grande cohorte qui compose la population, la tranche des 56 et 75 ans représente 28 % de la population. Évidemment, ça nous amène sur des constats régionaux. Notre territoire est vaste et faiblement peuplé, ce qui amène en fait à amener de grandes distances à parcourir, donc forcément une dépendance peut-être un peu plus grande à l'auto. Et c'est aussi de devoir poser une réflexion sur comment on déploie les services de transport dans une aussi grande région. Évidemment, au niveau de la population, comme le reste du Québec, on a un vieillissement de la population là, qui est très présent. On considère que dans les 10 prochaines années, la population des 65 ans et plus va être davantage plus grande, ce qui amène aussi une réflexion sur l'accessibilité, notamment au niveau des soins de santé, mais au reste des services essentiels. Et aussi à réfléchir comment on va aménager le territoire ou les espaces urbains pour qu'ils soient sécuritaires et favorables à la mobilité. Bien entendu,
c'est pas une surprise pour personne. La mobilité et le transport est vraiment une priorité régionale. Ça a été mis de l'avant par la conférence des préfets. Donc, sur l'ensemble des territoires, tous s'entendent à dire qu'il y a des actions qui doivent être posées en ce sens. C'est un peu pourquoi le CREAT avait fait, ont tenu un forum sur la mobilité durable le 3 février dernier qui regroupait les décideurs et gestionnaires là, de la région pour justement favoriser le transfert de connaissances, mais la concertation. Donc, plus concrètement, là, quelques petites statistiques régionales. Je sais que Patrick en a soulevé quelques points. Il faut savoir que pour les ménages en Abitibi-Témiscamingue, la proportion de véhicules est beaucoup plus grande que le reste du Québec. D'ailleurs, en 2013, l'Abitibi-Témiscamingue se classait au 2e rang des régions ayant le plus grand nombre de véhicules par habitant, là, suivi de très près par la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Évidemment, comme on a vu dans les autres tendances, le choix du camion léger là, représente un choix davantage populaire, là, dont 61% du parc, qui représente en fait 61% du parc d'automobiles actuellement. Et en 10 ans, on a vu vraiment une croissance qui s'est faite là, d'autant plus grande que pour le reste du Québec. Si on regarde un petit peu plus comment tout ça se détaille, bien évidemment, là, ce qui est en orange, c'est les données pour l'Abitibi-Témiscamingue, puis en bleu pour le reste du Québec. Donc, on peut vraiment voir que le camion léger augmente en choix là, au fil des années et où l'automobile a une certaine diminution ici en région, et la tendance est inversée pour le reste du Québec. Si on regarde au niveau des comportements là, liés à la mobilité, ça ne sera pas une surprise. On remarque en fait que pour la population là, active, 82% là, utilisent leur véhicule privé pour se rendre au travail. Ce qui est intéressant à observer, par contre, c'est qu'au niveau du covoiturage, on est un petit peu plus élevé que pour le reste du Québec, là, avec 4,6% là, de la population qui covoiture. Si on y va un petit peu plus par mode de déplacement, la marche aussi est relativement plus élevée que le reste du Québec là, comme choix pour se rendre au travail. Par contre, si on regarde au niveau de l'utilisation du vélo, là, on est largement en dessous. Et pour ce qui est du transport collectif, on descend énormément. Là, on est à 1,2 et pour le reste du Québec, 13,7. Donc, si on observe un petit peu plus là, au niveau des distances à parcourir, on peut affirmer peut-être que l'Abitibi-Témiscamingue est vraiment une région de proximité. Si on regarde au niveau du nombre le pourcentage de la population là, qui habite à moins de 5 km de leur lieu de travail, on voit que Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Amos sont plus de 50% de leur population là, qui habitent à proximité, comparativement à Montréal, qui est en dessous. Et si on regarde au niveau de la distance médiane à parcourir, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, même 2 km là, de distance à parcourir pour se rendre à leur travail, tandis qu'à Montréal, on est à 5. Ce qui fait que on peut se demander pourquoi on utilise donc l'auto-solo si on est aussi près de notre lieu de travail. Il faut comprendre qu'il y a probablement des habitudes qui sont fortement ancrées, là, notamment dues aux distances qui sont longues à parcourir, donc qui nécessitent nécessairement d'avoir une voiture. Et aussi l'offre en transport collectif là, qui est peut-être peu développée, mais qui aujourd'hui tend davantage à se développer. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail là, comment ça se décline au niveau de l'offre régionale en transport. On peut voir que dans chaque MRC, il y a une offre de transport collectif, que ce soit des déplacements en taxi, en autocar. Parfois même dans certaines MRC, on utilise le transport scolaire pour certains déplacements. Il y a des incitatifs aussi qu'on peut observer là, pour l'utilisation de ces types de transports-là. Et pour la plupart, il y a un transport adapté. On peut voir même au Témiscamingue qu'il y a un transport médical bénévole, etc. Et des services de covoiturage structurés.
il y a une particularité en termes de transport en commun. La ville de Rouyn-Noranda est la seule qui est desservie par un réseau de transport en commun. D'ailleurs, ce matin, on apprenait que le service de transport en commun pour Rouyn-Noranda allait être gratuit pour l'ensemble de la population là, pour la prochaine année. Donc, clairement, on emboîte le pas pour inciter les gens là, davantage à se déplacer en transport collectif. Au niveau du transport interurbain, ben, il y a un seul fournisseur là, qui œuvre en région depuis pratiquement, ou je pense même 65 ans. Là, ici, c'est les autobus Maheu. Donc, c'est vraiment eux qui assurent le transport interurbain et même intra-MRC. Évidemment, au niveau du transport actif, ben, il y a des services de prêt de vélo là, qui sont offerts sur différents territoires de la région, là, dont notamment dans les villes de Rouyn-Noranda, La Sarre et Ville-Marie. Bien entendu, je pense on ne peut pas en fait évacuer la question du financement là, en transport au niveau régional. Il y a des choses qui complexifient peut-être ou amènent peut-être certains freins à la mise en place d'initiatives. Évidemment, la responsabilité du transport collectif en est une municipale, mais n'oublions pas que les subventions sont souvent versées au MRC. Fait que ça demande quand même une bonne collaboration là, entre les différents paliers de gouvernance. Aussi, au niveau du budget national, là, pour la période de 2018 à 2023, on considère que moins de 1 % du budget national est destiné au transport collectif régional, et ce, pour l'ensemble des régions du Québec. Donc, les régions du Québec se partagent moins de 1 % là, pour le transport collectif. Finalement, il faut savoir aussi que le secteur privé est souvent non admissible là, pour certains programmes là, du ministère du Transport et de la Mobilité durable. Et ça l'amène un petit peu là, à faire un clin d'œil au fait que notre seul fournisseur est privé pour ce qui est des transports interurbains. Pardon. Donc, avant de faire une conclusion, là, je ne veux pas trop prendre de temps si on veut des questions. Je vais juste faire un petit clin d'œil aux initiatives que le CREAT avec qui a collaboré là, pour la mise en place d'offres diversifiées là, en transport. Notons Embarque Abitibi-Témiscamingue, qui est une plateforme web qui vise à faciliter là, la recherche d'options de transport collectif et actif offerts en région. Donc, de regrouper l'ensemble des offres qui existent sur le web en une seule plateforme. Le CREAT a travaillé là, étroitement en collaboration avec le transport adapté collectif du Témiscamingue là, pour la mise en place de cette plateforme-là, qui vient aussi d'une initiative du CRE Estrie. Sinon, le CREAT aussi a travaillé sur le déploiement d'un circuit touristique électrique qui visait à stimuler l'utilisation du véhicule électrique sur notre territoire en densifiant le réseau de bornes existantes, donc en faisant l'ajout de nombreuses bornes là, sur le territoire. Sinon, ben, une autre initiative intéressante, il y a une campagne régionale qui va se déployer prochainement là, qui vise à soutenir les déplacements actifs et sécuritaires des élèves d'âge primaire dans leurs déplacements entre la maison et l'école. Donc, ça va commencer à partir du printemps là, dans les prochains mois et pour les 2 prochaines années. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, en fait, j'aimerais dire que la région actuellement travaille vraiment fort depuis les dernières années, et même, je dirais, les derniers mois, afin de bonifier les offres en transport puis apporter de nombreuses solutions. D'ailleurs, la ville de Rouyn-Noranda sortait hier, c'est vraiment très, très récent, un plan ambitieux de gestion de déplacement là, qui souhaite en fait de diminuer l'utilisation de l'auto-solo de 14 à 22 % d'ici 20 ans. Ça démontre en fait que la région est préoccupée puis travaille fort à justement là, répondre aux exigences gouvernementales. Évidemment, si on veut améliorer à court, moyen terme, il sera question d'optimiser peut-être les services qui sont déjà en place. J'ai parlé tout à l'heure du transport scolaire là, qui est utilisé souvent par les travailleurs pour se rendre des milieux ruraux au centre. D'ailleurs aussi, une initiative du Témiscamingue là, à utiliser le transport adapté et à le moduler pour être un transport collectif là, qui favoriserait finalement une mixité des usagers, qui répondrait également à plus d'un besoin là, sur le territoire. D'autre part, il va falloir aussi sensibiliser la population afin de modifier les comportements.
on sent qu'il y a un fort sentiment d'appartenance à l'utilisation de son auto dans ses déplacements. Donc, ça va vraiment prendre une certaine sensibilisation, mais je pense que principalement, ça va passer par l'implication du citoyen dans les processus décisionnels et dans les consultations publiques pour vraiment faire adhérer le citoyen là, à des changements de comportement. Sinon, ben, pour pouvoir changer évidemment de comportement, il faut offrir un cadre de vie et l'accès à des services là, par des circuits courts et un environnement bâti qui va favoriser, dans le fond, les déplacements actifs. Finalement, on l'a vu avec le financement, ben, il va vraiment falloir favoriser la concertation et la collaboration régionale là, pour mettre en place des projets pérennes. Je vais y aller de l'adage bien connu, seul on avance plus vite, mais ensemble on avance plus loin. C'est vraiment le cas là, quand on est dans une situation de région éloignée. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à présenter. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Josiane. C'était vraiment intéressant. C'était inspirant de voir que la région se prend en main, qu'il y a des initiatives des élus locaux, notamment là, qui vont dans le sens de la mobilité durable, ce qui m'amène peut-être à notre première question qui est rentrée depuis un petit moment déjà, qui nous dit que ça fait effectivement plus de 10 ans qu'on entend ce qu'on a dit aujourd'hui, donc il faut faire plus l'électrification des transports, se tourner vers le transport collectif et tout ça. Mais la question qui demeure, c'est comment on fait finalement pour pousser le gouvernement à investir au bon endroit, à avoir plus d'ambition, à atteindre les cibles qu'il se fixe, par exemple. Je ne sais pas si un de nos panélistes est prêt à répondre à cette question, prendre la balle au bon. Comment on fait pour pousser le gouvernement à faire mieux? Je peux essayer quelques réponses. Il y a évidemment une panoplie de moyens d'action. Josiane en a mentionné quelques-uns. Il y a des moments clés qu'il faut voir venir, entre autres le budget du gouvernement du Québec, ou lorsqu'on parle d'investissements massifs, entre autres à travers le Fonds sur les infrastructures, ou le plan québécois sur les infrastructures, là, c'est un problème où on a 2/3 des investissements, voire plus, qui vont au routier. C'est pas tout du développement routier, mais il y a quand même du développement là-dedans, de l'extension, parfois des enjeux sécuritaires, j'en conviens, là, mais ça devrait revenir. L'Ontario, par exemple, là, Québec se compare souvent à l'Ontario. L'Ontario, c'est le contraire. Donc, ils ont 70% des investissements en infrastructure qui vont au transport collectif, alors qu'au Québec, on en a 30%. Donc, il y a une dynamique, évidemment, auprès de son propre, des députés en général, qui est importante à l'aube des budgets, parce que c'est pas une finalité non plus, un budget, mais les gens et les élus doivent entendre parler leur population. Et je pense qu'il faut voir ça à plusieurs niveaux. Donc, évidemment, il y a le niveau provincial avec ce budget-là. Il y a aussi au niveau municipal et MRC, où on a des gouvernements de proximité où c'est plus facile d'aller interpeller directement les gouvernements, ce qui n'empêche pas là que, évidemment, vous pouvez signer des pétitions, envoyer des lettres, appeler votre député, aller les voir sur place. Ça a un impact quand même, mais d'aller, et je pense qu'on a besoin des villes, et on voit une mouvance chez les villes, où les villes deviennent des alliés, entre autres parce qu'elles sont confrontées au changement climatique, mais surtout parce qu'elles gèrent les solutions à proximité des gens. Et ça peut se faire de plein de manières, entre autres à travers des organisations, si vous en faites pas déjà partie. Le CRE est un bon exemple. Trajectoire a aussi une présence régionale. Il y a des enjeux aussi au niveau national, évidemment. Et on est dans une dynamique où il y a une réflexion. On le voit avec la consultation sur les mines, par exemple, au Québec. Là, c'est un peu le même genre de choses qu'on risque d'avoir sur l'énergie en général, avec tout le débat énergétique. Et il faut déjà exiger ce débat-là, je dirais. Et il faut exiger aussi qu'il y ait une présence en région, donc, et de participer éventuellement, et ne pas sous-estimer qu'on a un gouvernement qui, je dirais, traîne encore au niveau de la lutte climatique, pour être gentil, mais a aussi la capacité de s'ajuster en fonction de l'opinion publique. Et je pense que cette opinion publique-là, elle est importante. Et autre dernier point que je mentionnerais peut-être, c'est ne pas sous-estimer que le fait qu'au Québec, on a une loi zéro émission qui est
relativement molle, en ce sens qu'elle ne contraint que très peu les manufacturiers à produire davantage et offrir davantage de véhicules, fait en sorte qu'on a un retard actuellement et que les véhicules ne sont pas disponibles. On s'entend, on parle de véhicules neufs, là, mais le gouvernement a déjà une pression et je pense que c'est bon si les gens contribuent à augmenter cette pression-là pour renforcer sa loi zéro émission. Et il doit arriver avec un nouveau plan d'action ou bonifier son plan d'action climatique ce printemps. Donc, toutes les initiatives en ce sens, c'est bon. Mais après ça, exiger aussi, je pense, que les villes aient des plans cohérents, contribuent au niveau de la lutte climatique. Il y a plein d'exemples qui existent, là. Par exemple, certaines villes ont des programmes d'utilisation de leurs véhicules les fins de semaine en autopartage, par exemple, ou même les soirs. Donc, c'est prêcher par l'exemple au niveau des municipalités et utiliser ça aussi. Mais écoutez, je ne me rends pas plus loin là, en ma plénitude de Mais solutions possibles. je vais encourager nos panélistes à avoir des réponses courtes, mais je vais quand même prendre une 30 secondes pour poursuivre sur ce que Patrick disait. Effectivement, je pense qu'il y a un grand pouvoir citoyen. C'est une conférence qui est destinée aux citoyens, mais comme citoyen, je pense que c'est important aussi de se faire entendre quand on est favorable au projet de mobilité durable. On entend souvent ceux qui sont contre les projets, ceux qui vont avoir des nuisances, mais on entend souvent beaucoup moins ceux qui en veulent plus de services, ceux qui veulent des transports collectifs structurants puis qui sont prêts à vivre avec le chantier les quelques années que ça se met en place. Donc, il faut aussi faire entendre cette voix-là citoyenne parce que c'est vrai que nos gouvernements, ben, ils réagissent à l'opinion publique. Puis si on entend toujours ceux qui sont contre les projets, ben, on n'avance pas vite. Sur ce, je vais tout de suite glisser à une deuxième question. Je vais vous encourager à avoir des réponses courtes. On manque de temps. Une question qui est destinée à Étienne, si je comprends bien. Donc, sur le suivi de la politique de mobilité durable. Pour la cible 1, on parlait de 4 services de mobilité durable disponibles pour la population. Qu'est-ce qu'on entend par service de mobilité durable? Oui. C'est quoi les pourcentages qui sont affichés? Qu'est-ce qui sont les données incluses? Ouais. Oui, tout à fait. Merci pour la question de Jérôme Laviolette là-dessus. Tu sais, je vous présente juste, il fait référence à cette cible-là. Puis essentiellement, on cible 70%. Alors, la cible est basée sur quoi? C'est calculé annuellement. La notion de service de mobilité durable est définie comme visant à favoriser les alternatives à l'auto solo et incluant un coût indu pour y avoir accès. Actuellement, ce qui est comptabilisé, c'est le transport collectif, incluant le transport adapté, taxi, l'autopartage, le covoiturage, le vélo-partage, le traversier. C'est calculé à l'échelle des MRC et c'est mis à jour annuellement par les données de l'ISQ, du MTQ, des données de Communauto, des données de Bixi Montréal, de covoiturage.ca, d'Amigo Express. Donc, ces données-là sont mises à jour annuellement par l'ISQ. Puis j'ai vu aussi par rapport à la cible numéro 4, effectivement, donc par rapport à la diminution de 20% de la part des déplacements effectués en auto solo, la mise à jour est aux 5 ans. C'est effectivement un recensement de Statistique Canada dans lequel les travailleurs de 15 ans et plus indiquent par quel mode ils ont voyagé entre leur domicile et le lieu de leur travail. Effectivement, il n'y a pas encore une enquête nationale origine-destination et c'est quelque chose sur lequel le ministère travaille dans le cadre de son plan d'action. Et je vois le temps qui file. Je vais essayer de squeezer une dernière question avant de conclure. Je ne sais pas si vous serez en mesure d'y répondre, mais on a un exemple ici dans une petite municipalité où certaines des rues principales sont de juridiction provinciale. Il y a une mixité des usages du résidentiel, mais ce sont aussi des voies de transit. Et le MTQ met des bâtons dans les roues finalement pour mettre des mesures d'apaisement de la circulation, des mesures favorables à la mobilité durable. Qu'est-ce qui peut être fait par les municipalités, par exemple, pour venir contrer cette tendance du MTQ, finalement, à nuire à la mobilité durable sur des voies qu'ils considèrent comme des voies de transit? Est-ce que quelqu'un a une tentative de réponse? Mais en fait, moi, je pourrais peut-être tenter quelque chose, c'est que dans la politique de mobilité durable, l'une des mesures, c'est de tendre vers l'aménagement de rues complètes. Donc, il n'y a pas de raison que le ministère n'aille pas dans la direction que lui-même entreprend de mettre en place. Puis je comprends l'élu municipal en question de dire, ben, il y a quelque chose qui, c'est bien beau d'avoir une PMD, mais si les bottines ne suivent pas les babines, on a un problème.
Dans ce cas-là, il faut faire, je crois, se mobiliser puis écrire au MTQ pour lui rappeler que c'est dans ses propres documents qu'on s'en va dans cette direction-là et qu'il faut mettre en place les budgets, mettre en place les cadres normatifs pour que les municipalités puissent aller de l'avant. Il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas de l'avant parce que le MTQ adhère au principe même. Donc, ça devrait être soit à travers les fonctionnaires du MTQ, votre direction régionale, soit même de vous mobiliser au niveau politique pour amener ça au ministère, au cabinet lui-même de la ministre, si jamais ça ne bouge pas. Sachez d'ailleurs que Trajectoire Québec, Piéton Québec, Vélo Québec, sans briser nos ententes de confidentialité là, sur le comité de suivi de la politique de mobilité durable, on met quand même beaucoup de pression au niveau du MTQ pour avoir des budgets pour faire des rues complètes, pour accélérer le déploiement de rues complètes. Donc, on va être des alliés pour vous là-dedans. Il nous reste 1 minute, donc je vais conclure très rapidement. Merci énormément, Étienne, Patrick, Josiane, d'avoir été avec nous ce midi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous invite à suivre Trajectoire, nos réseaux sociaux, vous abonner à notre infolette pour savoir l'ensemble de nos activités, mais aussi les prochaines étapes de ce projet-là, des gestes qui me transportent. Actuellement, on est en train de former des comités citoyens dans les différentes régions pour justement avoir le pouls des citoyens puis développer une liste de pistes de solutions d'amélioration des services de transport collectif pour porter ça au niveau des décideurs puis espérer que les services répondent véritablement aux besoins des citoyens. Donc, si ça vous intéresse, contactez-nous info@trajectoire.québec. Ça va nous faire plaisir de vous avoir avec nous. Puis, sinon, on est toujours disponible pour l'ensemble des demandes de récrimination sur les sujets du transport collectif de façon très large. Donc, je vous remercie beaucoup et là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.